Bonjour et bienvenue à notre webinaire aujourd'hui sur le solaire photovoltaïque entre obligations et opportunités. Nous allons faire rentrer tranquillement les gens en salle d'attente. Voilà. Aujourd'hui, donc, je vais être accompagnée d'Adrien Deben de la Chambre de métier et de Michael Thomas, notre intervenant principal sur le sujet et le spécialiste en la matière. Donc, les caméras et les micros doivent être coupés normalement pour le bon déroulé de la séance. Vous pourrez prendre la main en parlant dans le chat si vous avez des questions et si c'est plus facile, je vous donnerai la main en actionnant le son et la caméra. Je vais laisser tout de suite la parole à Michael Thomas, donc d'Atlanson, qui va expliquer aussi d'où il vient et quelle est sa mission au sein de cette structure. Et plus particulièrement, on va nous développer le sujet du solaire photovoltaïque entre obligations et opportunités. Bonne séance et à tout à l'heure. Bonjour à tous. Merci beaucoup Claude pour cette introduction. Normalement, je partage mon écran. J'espère que ça fonctionne bien chez tout le monde. N'hésitez pas à faire signe si ce n'est pas le cas. C'est bon Claude, ça s'affiche Oui, bien? pour moi, c'est bon. OK. Super. Je remercie déjà. Donc moi je suis Mickaël Thomas, délégué général adjoint de l'association Atlanson. Donc sur la proposition de la Chambre des métiers d'artisanat Pays de la Loire, on va passer là une trentaine de minutes à peu près, éventuellement plus des questions. On va passer une trentaine de minutes ensemble pour parler particulièrement du solaire photovoltaïque, de ses obligations soit, mais aussi éventuellement de ses opportunités. C'est bien l'objet voilà, de passer ce moment-là ensemble pour vous donner un petit peu l'aperçu de ce qui se passe aujourd'hui. Évidemment, en 30 minutes, on va faire au mieux pour que ça fonctionne, mais je vais aller forcément un peu vite sur certains sujets. Si éventuellement il y a des questions après, on pourra regarder. Bien évidemment, comme le dit Claude, vous pouvez aussi poser des questions dans le chat et on essaiera d'y répondre autant que possible juste après. Euh, Peut-être en quelques mots, alors attendez un petit instant, je vais récupérer mon support. Donc Atlanson, peut-être en quelques mots, on est une association donc loi 1901, on a 14 ans cette année, on regroupe à peu près 300 professionnels, privés, publics, en lien avec le solaire photovoltaïque, mais aussi le solaire thermique. Je vous en parlerai tout à l'heure sur une slide quand même pour que vous ayez bien la différence. Des organisations qui sont basées en Pays de la Loire et en Bretagne, qui sont aujourd'hui nos zones, les zones sur lesquelles on va travailler. Donc beaucoup d'entreprises qui sont adhérentes au réseau, mais pas uniquement. Justement, on a différents collèges qui sont présentés dans l'association, des collectivités, des syndicats d'énergie. On va avoir aussi des centres de formation, des organisations professionnelles et consulaires également. Bref, beaucoup d'acteurs de la transition aussi énergétique avec lesquels on conçoit des actions comme celle-ci pour venir notamment parler de l'énergie. La grande majorité de nos actions chez Atlanson, elles sont d'utilité publique, ce qui se voit dans nos financements, avec des programmes spécifiques avec l'ADEME sur le solaire thermique par exemple, la région Bretagne, des fonds européens FEDER, ce qui me permet aussi d'être là justement devant vous aujourd'hui pour intervenir, et puis une petite partie aussi de la part de nos membres. On a 4 orientations stratégiques, nous, dans l'association. On est là pour stimuler les marchés, des interventions comme ici, aujourd'hui, auprès de clubs d'entreprise, des fédérations de pros, des partenaires, des collectivités, souvent à destination aussi de futurs porteurs de projets, pour les aider à décrypter. On a également un centre de ressources sur notre site internet qui est ouvert à tous, là aussi pour apporter des fiches de décryptage, des guides, des vidéos, des webinaires. On en reparlera en fin d'intervention justement pour vous router un petit peu vers ces ressources. Et puis on a des actions spécifiques aussi un peu plus vers les compétences, notamment à destination de nos adhérents, de la filière professionnelle, les installateurs photovoltaïques. Donc l'objectif un peu, voilà, c'est aussi d'avoir des événements, des montées en compétences, des petits déjeuners réseau, des webinaires techniques. Et puis on travaille aussi sur les solutions solaires de demain, alors technologiques soit, mais aussi sur les nouveaux modèles économiques. On en parlera un tout petit peu tout à l'heure sur l'autoconsommation collective. Voilà pour l'introduction. De quoi on va parler pendant les prochaines minutes. Je prendrai un petit moment pour vous faire un petit état des lieux
du solaire, de quoi on parle aujourd'hui. Je pense que ça peut être intéressant de mettre ça en perspective. Comme c'était la demande aussi, on fera un aperçu sur le contexte réglementaire aujourd'hui, en particulier sur les obligations de solarisation pour les entreprises et le public. Et puis on évoquera aussi les modèles économiques du photovoltaïque pour voir aujourd'hui comment ça fonctionne, notamment les mécanismes de soutien, l'autoconsommation, pour monter son projet. Et puis on terminera sur voilà, comment se déroule un projet, qui sont les acteurs que vous allez rencontrer au sein de ce projet pour vous permettre d'aller plus loin, et puis la mise à disposition de ressources Oui, je vais qui sont peut-être apporter une précision qui va peut-être répondre, là, parce que je vois que j'ai une main levée. Les supports seront transmis aux participants avec des informations complémentaires. tout à fait, oui. Mm. Merci Claude. Ainsi que le replay du webinaire. Mm. État des lieux du solaire, donc quelques chiffres. Alors peut-être juste pour commencer sur une partie un petit peu technique de savoir de quoi on parle. Il y a le solaire thermique et il y a le solaire photovoltaïque qui sont deux choses très différentes, deux technologies différentes sur lesquelles nous on va travailler chez Atlanson. Mais pour que vous en ayez bien connaissance, le solaire photovoltaïque c'est sans doute le plus connu et c'est celui sur lequel on va se concentrer un peu plus aujourd'hui. On va bien aller capter le rayonnement solaire pour le convertir en électricité. Et la logique est de pouvoir le stocker, le consommer immédiatement ou pouvoir l'injecter sur le réseau. Donc là, quand on parle solaire photovoltaïque, on parle de production d'électricité. C'est à mettre en face donc, de l'autre technologie qui est le solaire thermique. On va utiliser ce même rayonnement solaire, mais pour le coup, les panneaux, qui sont d'une conception tout à fait différente, vont convertir en chaleur, notamment à travers certains chauffe-eau et différents fluides. Et l'objectif est donc de créer de la chaleur pour une production d'eau chaude sanitaire ou de chauffage, par exemple. Tout ça pour vous dire que c'est vraiment des technologies très différentes et qu'il faut réfléchir à son projet en fonction de son besoin, soit électricité, soit chaleur. Dans tous les cas, on verra après tout à l'heure sur les obligations, mais je vous le dis d'ores et déjà, les deux solutions répondent aux exigences réglementaires d'obligation de solarisation au sens large, même si c'est beaucoup plus le photovoltaïque qui est utilisé aujourd'hui, mais sachez que ça y répond à ces obligations et on peut combiner les deux sur une même toiture. On peut avoir voilà, d'un côté du solaire thermique et d'un côté du solaire photovoltaïque. En tout cas, sur le principe, c'est tout à fait possible. Dans l'état des lieux du photovoltaïque, donc évidemment, on laisse un peu tomber le solaire thermique et on m'a demandé de faire un focus un peu plus sur le photovoltaïque aujourd'hui. Je vous présente des chiffres jusqu'en 2024, hein. D'ailleurs, le dernier trimestre 2025, on va bientôt avoir les chiffres justement, mais juste être court pour vous montrer, notamment en Pays de la Loire, ce qui se passe. On a doublé les puissances installées. Alors, le graphique à votre droite montre justement le cumul des puissances installées année après année, là, depuis l'année 2012. Et globalement, on peut observer qu'on a doublé les puissances installées en 4 ans. Les 4 dernières années, depuis 2021, on a doublé pour arriver à 1,6 gigawatts crête, donc de puissance installée. Globalement, on a à peu près la même tendance sur l'ensemble de la France, quand même, pour que vous ayez cette information. Et donc sur les chiffres de 2025, ça sera encore plus marqué, puisque là, on voit déjà qu'au troisième trimestre 2025, on était déjà à 2,12 gigawatts crête installés, ce qui montre vraiment aujourd'hui une belle dynamique. Et bon, je vous en reparlerai tout à l'heure, mais on a observé un gros rush des dépôts de dossiers en 2025 qui est lié à l'évolution du mécanisme de soutien. Je vous en parlerai tout à l'heure. Donc voilà, il y a eu un gros rush, ça va un petit peu se calmer pour 2026 probablement et 2027. Voilà pour les puissances installées. Si on parle un peu de typologie de puissance, puisqu'évidemment, le solaire, on en reparlera un peu tout à l'heure, ça peut être donc des toitures de particuliers, mais jusqu'à des très très grandes toitures aussi. Globalement, ici, vous pouvez voir une répartition aujourd'hui de la puissance installée, enfin des puissances, des différentes puissances qui sont installées en Pays de la Loire, justement, où vous pouvez observer qu'il y a une certaine homogénéité entre les petites centrales et les très grandes. Mais globalement, ce qu'il faut garder en tête, c'est quand même on a des spécificités en Bretagne et en Pays de la Loire, c'est qu'on a une majorité de projets qu'on va appeler territoriaux. Donc ce qu'on appelle territoriaux, nous, c'est des puissances qui vont être inférieures à 500 kW crête. Pour vous donner un ordre de grandeur, on va être donc c'est des projets qui font moins de 2500 m² de toiture, qui sont déjà des beaux projets, mais globalement, en dessous de cette limite, c'est des projets qui sont possiblement portés par des entreprises locales, des collectivités, des ombrières de parking, voilà, des projets qui sont des projets d'entreprises et des collectivités
Après, on va plutôt être sur des centrales de professionnels dont c'est le métier justement de développer et d'exploiter des centrales. Donc on a une particularité vraiment au Pays de la Loire, on a quasiment 72% hein, qui sont sur ces centrales et 50%, on a plutôt 50% en moyenne en France. Et sur les plus petites installations, entre guillemets, hein, c'est-à-dire moins de 100 kW crête, c'est plutôt, a priori, hein, quand on a préparé cet échange avec les conseillers de la Chambre de métier, c'est plutôt les toitures qui vont vous concerner, c'est-à-dire des toitures entre 0 et 500 mètres carrés, globalement, qui sont un peu plus dans l'ordre de grandeur des toitures que vous pourriez installer dans vos différentes entreprises artisanales. Donc, on a la particularité d'avoir quasiment 45% qui sont composés de cette typologie de toiture. Et évidemment, sur la partie nombre de centrales, sur la partie droite, bah, c'est les centrales de moins de 36 kW et moins de 100 kW crête qui sont concernées en nombre, qui sont les plus répartis sur notre territoire, évidemment. Un tout petit graphique ici pour vous montrer plutôt la production solaire en 2024, pour prendre cet objectif-là, rapport à la consommation totale d'électricité en Pays de la Loire. C'est intéressant d'avoir ce ratio. Globalement, aujourd'hui, on consomme 6% de photovoltaïque sur l'ensemble de l'électricité qui va être consommée en Pays de la Loire. Ça montre aussi qu'il y a toujours une propension à aller plus loin. Ça reste toujours plus, enfin toujours important, mais il y a quand même une possibilité d'aller encore un peu plus loin. Et ça devrait se développer normalement avec l'électrification des usages, mais qui met un peu plus de temps que prévu. On en parle un peu dans l'actualité en ce moment. Les différents usages du photovoltaïque, pour voir un petit peu de quoi on parle, je vous disais, les typologies de toiture, enfin, les typologies de centrales sont vraiment différentes. On va avoir justement des toitures voilà, qui sont assez connues, hein. C'est la centrale photovoltaïque qui va être installée sur la couverture du bâtiment. Aujourd'hui, on a dans la majorité des cas, ça va être en surimposition, donc ça n'assure pas l'étanchéité, ça va être au-dessus de la toiture. Aujourd'hui, il n'y a pas de restrictions particulières sur les typologies de toiture. Globalement, voilà, il y a des solutions techniques qui existent pour accrocher sur toutes les typologies de toiture, qu'elles soient pentues, toit plat. Donc il y a toujours des possibilités de le faire qui peuvent être à des tarifs différents en tout cas. La deuxième chose, ce sont les ombrières photovoltaïques. C'est un peu plus récent, ça fait quelques années on les voit fleurir sur les parkings des collectivités et puis sur les parkings des entreprises. Globalement, on va être sur les mêmes typologies de panneaux hein, qui vont être posés, mais avec un système spécifique, une structure dédiée qui va permettre de créer de l'ombrage en dessous, le plus souvent sur des parkings. Je vous en parlerai un petit peu plus tout à l'heure, puisque toiture et ombrière font partie des deux façons de remplir les obligations de solarisation dont on va parler. Sur la partie sol, on en parlera très peu, mais voilà, sachez que ça existe, notamment en allant regarder du côté des zones qui sont inexploitables, des types friches industrielles, sites pollués par exemple, sur lesquels il est possible, sur certains critères, de développer donc des plus grandes centrales de possiblement plusieurs hectares. Mais évidemment, c'est pas trop le sujet dont on va parler aujourd'hui, parce que ça va moins concerner votre typologie d'entreprise. Tout ça pour illustrer les différentes formes que peuvent prendre un projet photovoltaïque. Après, au milieu de ça, on va avoir du photovoltaïque flottant, des trackers qui vont bouger en fonction de l'orientation du soleil et de la saison. Et puis de l'agrivoltaïsme aussi, avec un cadre particulier qui permet de développer du photovoltaïque dans un cadre agricole. C'est pas le sujet non plus aujourd'hui, je rentrerai pas dans le détail. Il y a d'autres moments où on fait des animations spécifiques sur ces sujets-là. Peut-être juste un petit point, parce que c'est pas évident si vous n'êtes pas des spécialistes de l'énergie, peut-être la différence entre kilowatt crête et kilowattheure, qui sont vraiment voilà, des choses à avoir en tête, hein, le watt crête et le wattheure. Globalement, quand on parle de watt crête, de kilowatt crête ou de mégawatt crête, on va parler de la puissance d'une installation. Ça peut être la même chose pour la puissance d'un appareil en kilowatts, qui va être exprimé de cette manière-là. Donc le kilowatt crête, c'est la puissance installée qui va dans les meilleures conditions de ce que ça va pouvoir produire. De l'autre côté, on va produire des quantités d'énergie qui sont exprimées en kilowattheure. C'est vraiment donc la différence que vous devez bien garder en tête entre ces deux unités. S'il y a des questions, Claude, ou choses comme ça, où tu penses que ça peut être intéressant de les noter, n'hésite pas à me les communiquer.
Oui, j'en ai une, mais tu vas me dire si tu peux y répondre maintenant ou tu... Voilà. Ou après, ok, ouais. Ouais, c'est quels avantages, inconvénients, moindre coût des poses sur impression par rapport à une pose intégrée? Est-ce que ça va être abordé? J'irai pas aussi loin dans le détail, pas dans le temps qui nous est imparti, Hmm. mais nous, de ce qu'on observe aujourd'hui, globalement sur l'usage, enfin, qu'est-ce qui est fait par les professionnels aujourd'hui, vraiment, c'est en très très grande partie, en très grande majorité de la surimposition. C'est-à-dire que fondamentalement, c'est pas forcément complètement prévu pour faire de l'étanchéité, même si dans certains cas ça peut se faire, mais à l'usage, on le voit aujourd'hui, c'est vraiment des solutions de surimposition qui sont proposées pour simplifier les choses. Ça peut être aussi pour des questions assurantielles, on en parlera après aussi, Hmm. que ça peut être aussi demandé par les assurances. Mais ça fait partie des éléments. Mais aujourd'hui, c'est quasiment que de la surimposition qui est proposée, c'est-à-dire au-dessus de la toiture, au-dessus de la Merci. couverture. Merci. Si vous êtes OK avec ça, on va passer sur cette partie un peu contexte réglementaire, qui n'est pas forcément la partie la plus rigolote, mais forcément qu'il faut regarder quand même aujourd'hui. Nous, on a cette mission-là aussi de porter à connaissance ces obligations qui sont peut-être parfois assez peu connues de la part notamment des entreprises. Donc, l'idée, c'est bien de vous faire un petit point en quelques minutes pour vous expliquer globalement quel est ce contexte réglementaire, notamment sur les bâtiments et les parkings. Si on commence sur les bâtiments, globalement, les obligations qui sont à respecter. Donc ça se passe là au niveau du dépôt de permis de construire, hein, sur l'autorisation d'urbanisme. Que dit le législateur? Il dit que sur le principe, le bâtiment doit intégrer un système de production d'énergie renouvelable. Donc là, évidemment, c'est là où on va pouvoir parler de solaire thermique ou de solaire photovoltaïque. Mais il propose aussi éventuellement de mettre en place un système de végétalisation pour garantir un haut degré d'efficacité thermique. Évidemment, moi je vous parlerai un peu moins de cette partie-là, mais on peut avoir justement s'il y a déjà des arbres présents ah pardon, désolé, je suis déjà sur les parkings, mais non, non, on parle bien de la toiture, pardon, excusez-moi, de la toiture du bâtiment. Il y a la possibilité d'avoir un système de végétalisation particulier. Il y a même certains professionnels, notamment qui sont adhérents au réseau Atlanson, qui proposent aussi des systèmes hybrides, où vous avez une solution qui fait les deux choses, végétalisation et en même temps photovoltaïque. Voilà pour le principe. Là, je vous propose trois typologies de bâtiments que vous allez retrouver sur le tableau suivant que je vous mettrai en place. Mais globalement, nous, pour résumer un petit peu ce que dit le législateur, on propose ça en trois catégories de bâtiments. Les bâtiments à usage commerciaux, industriels, artisanal, des entrepôts, des hangars fermés au public, qui vont globalement concerner, je pense, la cible présente autour de la visio aujourd'hui, et éventuellement des bâtiments spécifiques à usage de bureau aussi en fonction de votre entreprise, donc plutôt tertiaire. Les bâtiments administratifs vont un peu moins vous concerner, mais sachez voilà, que là aussi, il y a une réglementation particulière qui est en place sur cette typologie de bâtiments. Le principe de départ, il est évidemment, on va s'intéresser à des projets donc neufs ou en extension de bâtiments à partir de 500 mètres carrés. Et ça va concerner aussi les rénovations lourdes sur un bâtiment. Donc, qu'est-ce qu'il faut avoir en tête quand on parle de rénovation lourde? C'est dès qu'on va toucher à la structure du bâtiment, donc qui assure la stabilité, la solidité du bâtiment. Là, on va parler de rénovation lourde, et pour le coup, ça va donner lieu à une autorisation d'urbanisme particulière sur lesquelles les obligations de solarisation vont être regardées. Donc, si vous êtes amené à faire changer la structure de votre toiture, par exemple, eh ben, vous devrez le prendre en compte dans vos obligations de solarisation à partir de 500 mètres carrés. Je rentre un tout petit peu plus dans le détail justement sur ce schéma où on a essayé de résumer justement l'objet de cette législation. Globalement, hein, depuis janvier 2024, la loi APER a mis en place cet article 40 justement sur les obligations de solarisation. Donc vous avez les trois typologies de bâtiments qui sont en ligne les unes en dessous des autres que je vous présentais tout à l'heure. Et vous avez sur les colonnes plutôt les timings qui sont proposés, qui sont inscrits dans la loi. Comment il faut lire ces schémas? Donc globalement, si vous prenez la deuxième ligne qui va plus vous concerner, c'est-à-dire le vert clair en juillet 2026. Donc ce qu'il faut entendre ici, c'est que pour tout bâtiment de plus de 500 mètres carrés, enfin à partir de 500 mètres carrés, donc bâtiment neuf
ou en extension ou rénovation lourde. Donc vous allez devoir déposer un permis de construire pour ce faire. Vous allez devoir prendre en compte 40% de la couverture de ce bâtiment, de son emprise au sol en tout cas. Vous allez devoir prendre en compte 40% de solarisation sur ce bâtiment neuf en extension ou en rénovation lourde. Donc c'est bien ça l'esprit. Sachant que par exemple, si vous le déposez après juillet 2026, enfin à partir de juillet 2027, pardon, bah, ce sera 50% qui seront à prendre en compte. Excusez-moi. C'est 50% de la superficie de l'emprise de sol du bâtiment qui seront à prendre en compte pour monter un projet en toiture. Quelque chose d'assez important sur la dernière colonne qui va être la date de juillet 2028, sur lesquelles il est demandé justement par le législateur que les bâtiments existants des 500 mètres carrés, alors peut-être que pour certains d'entre vous, vos bâtiments font moins de 500 mètres carrés et vous n'êtes pas concernés, mais le législateur prévoit que les bâtiments existants à partir de juillet 2028 répondent à cette obligation de solarisation à partir du moment où ils font 500 mètres carrés au sol. Donc il faut vraiment l'avoir en tête, c'est assez peu connu en général, mais aujourd'hui, on ne connaît pas vraiment les modalités d'application. Les décrets ne sont pas encore sortis, notamment sur la surface à couvrir. Mais c'est des choses qui devraient être précisées dans les prochains mois, peut-être prochaines années. Des fois, ça arrive assez tard. Mais sur le principe de la loi, il est bien pris en compte que les bâtiments existants des 500 mètres carrés font aussi l'objet d'une solarisation spécifique. Je suppose que ça suscitera des questions. Oui. Je pourrais évidemment en parler un petit peu plus après. Là, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais globalement, vous retrouverez aussi dans le guide des obligations solaires qu'on a édité et qu'on met à jour régulièrement différents exemples qui vous permettent de savoir voilà, quelle est l'emprise en sol, comment je réalise mon calcul, à quelle date on se situe pour savoir comment vous devez un peu programmer ces éléments-là dans votre autorisation d'urbanisme au moment du dépôt de votre permis. Je vous propose, évidemment, hein, on pourra revenir dessus sur les questions, mais de passer, avant de partir sur les dérogations, de passer sur la partie parking de stationnement. Je vais la passer un peu plus vite parce que suite aux échanges avec Adrien et Claude, ça va peut-être un peu moins vous concerner, mais il y a quand même un ou deux éléments qui sont importants peut-être que vous ayez en tête. Globalement, qu'est-ce que ça dit aussi sur les obligations de solarisation des parcs de stationnement? Globalement, tout parking neuf ou en rénovation lourde, je vous expliquerai ce qu'est une rénovation lourde après, de plus de 500 mètres carrés, ont deux obligations. Une notion donc d'ombrage via des dispositifs végétalisés, donc des arbres. S'il y a déjà des arbres présents, eh ben, écoutez, c'est parfait, on touche à rien. Ou via les installations d'ombrières qui vont intégrer une production d'énergie renouvelable. C'est ici, effectivement, qu'on va pouvoir proposer de solariser en photovoltaïque, notamment sur des ombrières photovoltaïques. La deuxième chose, et je ne rentrerai pas trop dans le détail, mais il y a une notion de gestion intégrée des eaux pluviales, le GIEP, qui est à prendre en compte aussi à ce moment-là, c'est-à-dire les revêtements qui vont être utilisés, les dispositifs végétalisés, comment l'eau circule à travers ce type de dispositif. Globalement, on a là aussi, bah, il y a trois typologies de bâtiments qui sont à prendre en compte, c'est-à-dire donc les parkings extérieurs qui sont associés aux bâtiments dont on vient de parler juste avant. C'est pour ça qu'il y a un lien qui est important à faire. Je vous le représenterai juste après dans la slide suivante, mais globalement, si de près, enfin, si votre bâtiment est soumis dans ce qu'on a dit précédemment, parce qu'il fait 500 mètres carrés en rénovation lourde, en extension ou en neuf, eh bien, le législateur va aussi regarder votre parking à ce moment-là, et s'il fait plus de 500 mètres carrés, là aussi, vous devrez pouvoir répondre à l'obligation de solarisation. Donc, parking extérieur associé au bâtiment, soumis aux obligations. Donc, c'est le vert foncé. Parking couvert et ouvert au public, ça va un peu moins vous concerner, mais là aussi, ça concerne les bâtiments, ça concerne les parkings neufs. Et puis, parking extérieur ou ouvert au public, je vous montrerai le détail juste après. Qu'est-ce qu'une rénovation lourde sur un parc de stationnement? C'est quand vous êtes amené à changer au moins 50% du revêtement de la surface du parking. Donc si vous devez remplacer la moitié de la superficie, c'est une rénovation lourde et vous rentrez dans les obligations de solarisation. J'espère que je ne vous perds pas trop.
Il est un peu tôt, vous êtes peut-être en digestion. Non. Ça me permet de vous donner donc ce deuxième schéma qui est sur le même schéma que celui expliqué précédemment sur les bâtiments. Donc là, de la même manière, les typologies de bâtiments sont sur les lignes et sur les colonnes, vous avez les échéances qui sont inscrites dans la loi. Donc globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que déjà depuis janvier 2024, tout bâtiment soumis à obligation de solarisation, comme je venais de vous dire, doit regarder son parking extérieur et à partir du moment où il fait 500 mètres carrés, étudier la solarisation et si c'est possible, de pouvoir le mettre en place. On va avoir la même chose sur les parkings de stationnement extérieur. Donc là, c'est la dernière ligne que vous allez voir si je rentre un peu plus dans ce détail-là, où globalement, là aussi, il y a 50% de la surface qui est à prendre en compte sur les parkings existants dès 10 000 m² depuis juillet 2026. Et à partir de juillet 2028, c'est les parkings existants extérieurs qui sont soumis à partir de 1500 m². Donc voilà un petit peu comment ça va être. Donc il faut vraiment que vous ayez en tête, parce que c'est assez peu connu ou assez peu facile à appréhender, c'est que vraiment, si votre parking fait plus de 500 mètres carrés et que vous êtes soumis aux obligations du bâtiment, vraiment, il faut pouvoir regarder votre parking à ce moment-là et étudier la solarisation. Désolé, je me répète un petit peu, mais c'est pour que voilà, ce message rentre bien, puisqu'il n'est pas toujours très bien compris. Je vais avoir des questions là, puisqu'on est sur le réglementaire, qui rebondissent, hein. Ça va peut-être éclairer quand même les personnes. J'ai une première question, la quid de ces obligations réglementation sur bâtiment et parking si le PPE 3, qui va se décider ces jours-ci, bloque les possibilités de raccordement dès cette année et jusqu'en 2035? Là, moi, Alors, j'ai parlé chinois, hein, je vous le dis tout de suite, mais toi, j'espère que tu comprends. non, ouais, ouais, alors, au pire, ça, on pourra peut-être garder pour les questions à la fin, mais Oui, effectivement, ouais, ouais, la programmation pluriannuelle de l'énergie fixe les grandes lignes directrices, les grands objectifs au sens nationaux de la France, notamment en termes, enfin, au terme d'énergie au sens large, mais aussi donc des énergies renouvelables dont le solaire. Alors moi, je n'ai pas de boule magique. Ça fait déjà 2 ans qu'on mm, attend cette PPE 3 qui fixe les grandes lignes. Et de ces grandes lignes bah, découlent différents dispositifs et obligations supplémentaires pour pouvoir atteindre ces objectifs. Globalement, aujourd'hui, à l'heure actuelle, tel que c'est, il y a bien cette loi APER, article 40 notamment, qui explique cette obligation de solarisation. Pour l'instant, peu importe même la promulgation de ces grandes lignes directrices autour de l'énergie, tant que cette loi n'est pas remise en question, eh bien, elle fait loi, justement. Donc, voilà, je veux pas, moi, je suis pas en mesure d'aller plus loin sur ce sujet-là, évidemment. Donc, c'est ça, c'est un peu l'avenir qui nous dira ce qu'il en est. Mais globalement, aujourd'hui, c'est bien l'état des lieux de la législation telle qu'elle est, telle que je vous la livre. Et voilà, je suis pas devin sur la suite, en tout cas. et il y avait quand même besoin d'une précision là sur ce que tu parles de neuf, mais en fait, s'ils sont l'entreprise, on est locataire d'un bâtiment de plus de 500 mètres carrés. Est-ce que c'est le bailleur? Est-ce que c'est la copro? Est-ce que c'est le syndic qui doit faire les travaux? Alors ça, effectivement, donc c'est une relation à avoir avec son propriétaire, Mm. puisque voilà, sur le principe, c'est bien le propriétaire du bâtiment qui doit respecter cette obligation-là, à partir du moment où justement il va faire une extension de plus de 500 mètres carrés. Donc c'est le propriétaire qui va être en charge. Donc c'est bien à lui de prendre en compte cette obligation-là, quoi. Merci. Je vous propose d'avancer. Parce qu'évidemment, donc il y a un système aussi enfin, il y a des dérogations qui sont possibles, hein, qui sont inscrites dans la loi, qui permettent de dire, bah, il peut y avoir des conditions qui font que, bah, on n'est pas amené on peut déroger en fait à cette règle. Donc je vais vous les passer assez rapidement aussi, parce que je peux pas non plus rentrer beaucoup plus dans le détail. Mais vous avez, voilà, plusieurs dérogations possibles si votre bâtiment il est en zone classée ou en zone protégée. S'il est avéré qu'il y a des coûts d'installation qui sont disproportionnés ou des coûts
des coûts de production d'énergie renouvelable qui vont être excessifs, des contraintes techniques particulières ou des contraintes de sécurité. Donc ça, après, c'est détaillé dans l'arrêté, justement, pour voir dans quelle mesure, finalement, ce n'est pas possible, puisque, voilà, le législateur prévoit aussi ces choses-là. On va avoir globalement des dérogations du même type sur les parcs de stationnement, qui vont être liées, par exemple, à l'ensoleillement. Si autour de votre parking, vous avez des bâtiments très hauts qui vous appartiennent pas, qui sont à des voisins et qui viennent créer de l'ombre à longueur de temps, évidemment, vous n'aurez pas une obligation, vous n'aurez pas d'obligation de réaliser la sonorisation, puisque de fait, elle n'aura pas beaucoup de sens. Il y a bien une logique comme ça. C'est quoi les sanctions aujourd'hui qui sont encourues? Donc pour les bâtiments neufs, en fait, le risque, il est que le permis de construire il puisse être refusé par l'autorité qui va instruire le dossier, puisque c'est bien une logique voilà, de déposer une autorisation d'urbanisme, un permis de construire. Donc globalement, la sanction, elle est déjà là. Elle est là si vous n'avez pas votre permis. Et pour les bâtiments existants, comme je vous le disais, les décrets d'application ne sont pas sortis, donc évidemment, on n'a aucune idée de savoir quelles seront les sanctions, ni même les modalités particulières. Donc évidemment, c'est juste que faut que vous l'ayez en tête, que vous puissiez y réfléchir, mais évidemment, on ne peut pas en savoir toujours plus. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour les parcs de stationnement, puisque vous êtes a priori beaucoup moins concernés. Dans tous les cas, ces demandes d'exonération ou de dérogation, elles sont à justifier par vous en tant que propriétaire du bâtiment, du foncier, au moment notamment du dépôt du permis de construire. C'est bien à vous d'apporter la justification. Donc en fait, dans tous ces cas-là, vous devez vous entourer de professionnels qui vont vous accompagner, type bureau d'études par exemple, qui vont vous accompagner pour réaliser des études et regarder justement s'il y a un coût de production d'énergie qui va être excessif ou qui va vous calculer l'ensoleillement par exemple sur la zone pour être en mesure de pouvoir justifier auprès notamment de l'autorité compétente. Voilà pour la partie réglementaire. Évidemment, je pourrais répondre à des questions dans un deuxième temps, mais je vois le temps qui passe, donc il faut quand même que je me dépêche un petit peu pour pas griller tout le temps qu'on s'était donné. Globalement, peut-être changement de paradigme pour l'énergie solaire, ça décrit un peu ce qui s'est passé ces dernières années. Mais globalement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que si on rentre un peu dans l'économie des projets, depuis 10-15 ans, on a globalement une baisse des CAPEX, de l'investissement dans les centrales photovoltaïques. Globalement, c'est le prix des panneaux qui vont être en baisse. Et bon, faut être honnête, c'est drivé quand même par la filière de production, notamment chinoise, asiatique en tout cas, mais en partie chinoise, qui assure aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, la très grande majorité du sourcing des panneaux. On a raté un peu ce coche-là en France, même s'il y a des projets là, de méga-usines qui sont en cours et qui devraient proposer très prochainement des alternatives plus locales. Mais elles ne sont pas encore sorties de terre ou opérationnelles. Mais globalement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que on va avoir un prix de l'électricité ces dernières années qui va être globalement en hausse. Vous l'avez vu en 2022 aussi avec la crise énergétique, justement, que ça a été vraiment énormément en hausse et ça a créé beaucoup de problématiques pour les entreprises et les collectivités et les particuliers un peu de manière indirecte. Mais globalement, même si là, aujourd'hui, si on regarde, forcément, là, le prix de l'électricité en ce moment, il n'est pas forcément très très haut, on a globalement, sur une dizaine d'années, sur pas mal d'années, une hausse globale avec aussi une hausse programmée aussi petit à petit sur les prochaines années. En tout cas, c'est les tendances qui sont affinées aujourd'hui. Et donc, face à ça, on a une baisse globalement du coût des centrales photovoltaïques, ce qui fait que quand les deux lignes se rejoignent, notamment sur le coût de production, c'est-à-dire la vert clair versus la bleue, eh bien en fait, ça devient intéressant, on est en parité réseau, ça devient intéressant à ce moment-là de consommer de l'énergie plutôt que d'aller la chercher sur le réseau, quand on peut le faire. Donc là, ça devient intéressant de produire. La deuxième, c'est le prix de vente. Donc la jaune, c'est le prix de vente des énergies renouvelables locales. Globalement, là aussi, quand cette ligne du prix de l'électricité dépasse le prix de vente des énergies locales, ça devient même intéressant de vendre de l'énergie qu'on va avoir en surplus. C'est là où on va commencer à toucher à des mécaniques de l'ordre de l'autoconsommation collective qui offrent un cadre aujourd'hui pour pouvoir céder, vendre l'énergie à son voisin dans un contexte particulier. Évidemment, ici, on est sur une courbe abstraite pour vous montrer la logique un peu aujourd'hui dans lesquelles l'énergie solaire s'inscrit. Alors évidemment, il ne faut pas regarder aujourd'hui le prix de l'énergie tel qu'il est tout de suite, mais le regarder sur plusieurs années et regarder et envisager la suite de cette manière-là pour pouvoir répondre à ces questions sur les opportunités du photovoltaïque.
Globalement, on a aussi des mécanismes d'État, j'en parlerai après, mécanismes de soutien qui sont en évolution, mais qui, d'une manière ou d'une autre, sur un achat de surplus, peuvent permettre aussi de rentabiliser l'investissement, même si ces prix-là ont tendance à baisser en proportion notamment du coût d'investissement dans la centrale photovoltaïque. Je vais passer aussi pour que vous ayez en tête un petit peu finalement comment se décompose le prix au sein d'une toiture industrielle, par exemple, de 100 kW crête, qui va être donc à peu près 500 mètres carrés de toiture, par exemple. On va avoir 40% du coût hein, globalement qui va être occupé par les modules, peut-être même encore un peu en baisse, là, ces chiffres-là datent de l'année dernière. Mais on va avoir autour de ça d'autres coûts qui vont être liés au bâti, à l'installation, au raccordement ou des systèmes hors module, électricité et compagnie. Et ça va plutôt être des entreprises locales qui vont être à la manœuvre là-dessus. Donc globalement, si on résume un peu ça, on a 60% de l'investissement dans une centrale qui va bénéficier directement au territoire et aux entreprises qui la composent. Ce n'est pas uniquement le prix des panneaux là-dedans. Un petit point sur les aides et les mécanismes de soutien hein, qui permet finalement d'arriver à calculer quel va être l'investissement et quelle va être la rentabilité aussi hein, de ce type d'installation. Alors, je vais faire un focus particulier, je ne vais pas rentrer trop dans le détail des puissances moyennes et des grandes puissances, puisque voilà, on va plutôt s'intéresser, dans le cas des entreprises comme les vôtres, à des toitures de moins de 500 mètres carrés ou des ombrières de moins de 500 mètres carrés, par exemple, donc jusqu'à 100 kW crête. Globalement, aujourd'hui, c'est celui-ci sur lequel il y a eu le moins de changements, puisque sur les puissances moyennes, il y a eu des changements ces derniers mois avec beaucoup de complexités qui ont été apportées. Donc j'en parlerai pas trop, mais évidemment, si vous avez des questions, on pourra toujours y répondre dans un deuxième temps. Et me focus un peu plus sur les toitures petite puissance, entre guillemets, donc de 0 à 100 kW crête. Globalement, aujourd'hui, il existe toujours un guichet ouvert qu'on va appeler l'arrêté tarifaire S21, donc qui existe depuis 2021, qui permet en fait à tout moment de déposer un dossier à travers une demande complète de raccordement. Vous avez un système de prime à l'investissement qui vous est proposé aussi en autoconsommation. Et en fait, il y a des tarifs qui sont annoncés par trimestre, qui sont mis à jour périodiquement, hein, qui sont globalement trimestre après trimestre plutôt en baisse, mais ça vous permet de bloquer un tarif au moment où votre dossier est déposé. Ce tarif, il dit quoi? Bah, globalement, soit vous décidez que votre centrale, vous allez vendre l'ensemble de l'électricité, et là vous avez un tarif spécifique qui vous permet de vendre toute l'électricité produite, ou vous pouvez bénéficier d'un autre tarif et d'une prime à l'investissement si vous ne revendez que le surplus. C'est-à-dire que si vous consommez une partie de l'électricité que vous allez produire, et ce que vous ne consommez pas, vous ne pouvez pas consommer parce que vous n'avez pas ce talon de consommation, tout ce qui va être en surplus va être réinjecté sur le réseau et va être quantifié via notamment des Linky pour vous permettre d'avoir une rémunération au bout. Donc ça, aujourd'hui, ça existe toujours, c'est toujours à disposition à partir du moment où votre projet fait moins de 100 kW crête. Avec ça, c'est rassurant quelque part, notamment pour un banquier qui va vous accompagner dans le financement de votre centrale, puisque, en fait, accompagné, par exemple, d'un installateur qui va vous accompagner sur ce projet-là, vous allez pouvoir définir un business plan pour regarder comment, dans les 15 ans à 20 ans, puisqu'on est sur des contrats hein, de 20 ans avec l'État sur ces achats du surplus, et ben, vous allez permettre de regarder à peu près, en fonction de la production d'énergie prévisible des différents OPEX, des coûts d'entretien que vous allez avoir et de la rémunération que vous allez avoir aussi sur la vente de surplus, bah, de pouvoir connaître globalement en combien d'années vous allez pouvoir avoir un temps de retour sur investissement sur votre centrale. Évidemment, il faut toujours regarder au cas par cas, mais au moins ce tarif-là permet de quelque part de garantir un peu ces éléments-là. Je vous invite, évidemment, j'en parlerai après, sur les ressources. Vous pourrez avoir à disposition des fiches sur le site d'Atlanson qui vous permet de rentrer dans le détail de ces éléments-là. Dans les modes de valorisation du photovoltaïque, pour vous ayez un peu en tête le panel existant aujourd'hui de solutions, qui est toujours à regarder en fonction de votre cas par cas. Alors, ce n'est pas les solutions, mais ça vous donne déjà un aperçu un petit peu de ce qui est possible. Je vous le disais tout à l'heure, la vente totale. Donc, tout ce que vous produisez est directement vendu
est directement vendu sur le réseau. Vous-même, vous continuez de soutirer pour votre propre consommation avec votre fournisseur habituel. Donc là, l'investissement, vous pouvez le faire en propre ou vous pouvez faire la location de toiture à un tiers à partir du moment où on a des centrales suffisamment grandes en fait, pour intéresser des investisseurs. Ça peut être fait sur bâtiment ou ombrière. Autoconsommation totale, bah, vous allez définir la taille de votre centrale en fonction de votre talon de consommation. En journée, évidemment, hein, c'est bien sur le moment où on va produire de l'énergie qu'on va utiliser. Donc, et là, vous consommez l'ensemble. Vous n'avez possiblement même pas besoin d'un contrat d'achat de l'énergie par l'État du surplus, puisque vous consommez l'ensemble de votre production. Le troisième, l'autoconsommation avec injection de surplus. Bah, voilà, vous autoconsommez tout ce que vous pouvez. Et ce que vous avez en plus, eh ben, vous le vendez sur le réseau à un tarif défini. C'est le contrat S21 dont je vous parlais juste avant. Le dernier, qui est un petit peu plus complexe, même si le principe est assez facile à expliquer, mais après, pareil, il faut rentrer dans le détail. Mais globalement, vous pouvez aussi avoir une centrale donc en propre sur votre toiture ou votre parking qui va être dimensionné assez fortement, sur lesquels vous n'allez pas forcément tout consommer pour votre entreprise et sur lesquels ce reliquat, par une démarche contractuelle, va pouvoir être vendu entre guillemets en temps réel, hein, puisque c'est bien sur les moments de consommation, enfin, de production et de consommation avec vos voisins, où vous allez pouvoir vous mettre d'accord avec eux sur la définition d'un prix et d'une certaine quantité qui va pouvoir être vendue directement auprès de vos voisins. Alors il y a des contextes après particuliers, en fonction de votre densité urbaine, c'est plus ou moins éloigné. Évidemment, on ne peut pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais sachez que ces solutions-là existent en tout cas. Tout ça pour vous dire que vous avez plusieurs solutions qui peuvent s'offrir à vous pour répondre à ces obligations ou pour vous permettre de vendre l'énergie ou de la consommer. Dans tous les cas, bah, il convient de vous faire accompagner justement par des professionnels qui vont être en mesure de vous apporter les meilleures solutions. Mener un projet photovoltaïque, globalement, vous avez ici en ligne un petit peu les différentes étapes d'un projet, émergence du projet, peut-être aujourd'hui, justement là, comme aujourd'hui où vous portez à connaissance, bah, vous êtes en état d'émergence de projet. Les structures d'accompagnement comme nous, Atlanson, peuvent être présentes pour être à vos côtés sur ces sujets-là. Peut-être vous renseigner auprès des producteurs d'énergie sur ce qu'il est possible de faire. Et puis, très rapidement, contacter votre assurance, par exemple. C'est des choses qui sont assez importantes pour regarder justement, en fonction de votre activité, en fonction de votre assurance, ce qu'il est possible de faire. En phase d'étude, un installateur pourra peut-être d'ores et déjà vous accompagner aussi en fonction de votre typologie de projet, mais il y a des bureaux d'études dédiés, sachez-le. Là, votre assurance aussi à contacter à ce moment-là. Et si votre projet est suffisamment grand, bah, peut-être qu'un développeur pourra vous accompagner, c'est-à-dire qu'il pourra gérer l'ensemble du projet et éventuellement son financement aussi sur l'ensemble du projet. Le financement, évidemment, vous rapprochez de votre banque sur ce sujet-là. L'installation sur lesquelles bah, vous aurez le bureau d'études qui vous accompagnera éventuellement ou l'installateur qui peut intégrer un bureau d'études aussi, et le développeur qui va souvent lui intégrer l'installateur et le bureau d'études. Le contrat de raccordement, là, ce sera avec Enedis, qui est le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité. L'acheteur obligé, là, dans le cadre du tarif S21, et puis des bureaux d'études qui pourront continuer de vous accompagner. L'exploitation, là maintenant, ça peut être sur les 20, 25, 30 ans de durée de vie de l'installation. Bah, c'est l'installateur qui va être à vos côtés sur ces sujets-là, ou le développeur, en fonction du sujet. Et puis, après la vie de la centrale, le démantèlement, évidemment. Tout ça pour vous dire que vous avez quand même, au sein d'un projet photovoltaïque, une multitude d'acteurs qui convient bah, de pouvoir solliciter aussi au bon moment pour vous accompagner. Comment mener un projet solaire décomplexifié? Il faut penser le projet solaire comme un projet à part entière, hein. C'est vraiment intégré dans votre projet d'aménagement, de construction, de rénovation. C'est pas juste un plus, il faut le voir d'une manière un peu plus large. Je vous le disais, il faut associer les acteurs du projet le plus rapidement possible, maîtrise d'œuvre, architecte éventuellement, ou maîtrise d'ouvrage, les bureaux d'études, et puis l'assurance, assurance et banquier. Vous faire accompagner, vous voyez, il y a des cas par cas, franchement, tout le temps. Donc, il faut bien regarder l'expertise technique, économique et juridique du professionnel qui va vous accompagner. Et puis, ben, choisir le bon modèle qui va vous convenir en fonction de vos besoins et de vos enjeux. Voilà, grosso modo, pour cette partie-là.
Comment être accompagné dans vos projets? Alors évidemment, nous, Atlanson, on propose un annuaire de professionnels. On le met à disposition gratuitement, n'hésitez pas à aller sur notre site internet. Ça va vous permettre d'identifier des professionnels qui vont être spécialisés en fonction des particularités de votre projet. Évidemment, on vous conseille de contacter au moins 2 entreprises minimum pour pouvoir les faire venir et étudier votre projet et vous proposer différents devis, justement. Donc sur le site, vous pouvez même filtrer en fonction des zones géographiques ou de différents corps de métier. On a des bureaux d'études spécialisés sur les structures, par exemple, enfin, voilà, qui peuvent à un moment ou à un autre vous accompagner. Donc n'hésitez pas, vous pourrez trouver d'autres professionnels. Nous, ce qu'on fait dans tous les cas, c'est à vous d'être dans une démarche proactive pour contacter un professionnel, si possible, pas loin de chez vous, qui va être réactif et qui va pouvoir vous accompagner sur souvent à peu près 2 ans entre l'émergence du projet et puis le début d'une mise en service. Vous avez un site qui s'appelle évaluermondevisphotovoltaïque.info, qui est un site neutre. Je vous invite là aussi, avec les devis que vous aurez réalisés avec des installateurs, à aller sur ce site où en quelques instants, avec les données que vous aurez récupérées du devis et des premières études, où vous pourrez évaluer la teneur du devis et sa pertinence. Également que vous ayez en tête la certification des professionnels. Si vous voulez faire appel justement au mécanisme de soutien mis en place par l'État sur un contrat de 20 ans, l'arrêté tarifaire S21, comme je vous disais, vous avez l'obligation d'avoir un installateur qui est qualifié ou certifié dans le domaine photovoltaïque. Donc là, je référence ici différentes organisations qui proposent des qualifications, donc Qualifelec, Qualibat, Quali-TENR, Certisolis, et qui, en fonction de la typologie de votre projet, vont avoir des qualifications spécifiques. Donc ça, c'est bien à demander auprès de votre installateur si vous voulez prétendre au mécanisme de soutien pour la vente totale ou la vente au surplus dans le cadre du S21. Je vous laisse un petit lien, ça vous permet d'avoir un peu plus d'infos sur ces notions de certification. Voilà, je vous le disais, on a à disposition sur le site internet un certain nombre de ressources, des guides spécifiques, des fiches décryptage, quelques webinaires qui vous permettent d'aller un petit peu plus loin pour mieux comprendre, notamment le guide des obligations de solarisation. Évidemment, là, j'en ai fait un extrait pour vous en parler aujourd'hui, mais forcément, il y a beaucoup plus de détails. C'est un guide d'une petite quarantaine de pages qui vous donne des informations précises, et également sur les modèles économiques. Donc n'hésitez pas, en complément de ce webinaire, à aller télécharger ce guide pour vous aider à mieux comprendre. Et il y a une foire aux questions, il y a pas mal d'éléments qui vont vous permettre d'y voir un petit peu plus clair. Et puis si vous êtes soumis au décret tertiaire, on a sorti en décembre justement les points clés du décret tertiaire dans le cadre de l'intégration de solaire photovoltaïque et thermique. Voilà, j'ai déjà un petit peu outrepassé le temps de 5-8 minutes, je crois. J'espère que vous êtes toujours là. Adrien, je crois que tu voulais compléter. On va reprendre. Et s'il y a des Merci. questions, évidemment, je me tiens à disposition. Forcément, j'ai dû aller assez vite. J'ai peut-être fait quelques raccourcis s'il y a même certains professionnels de la filière autour de la visio. Mais évidemment, dans le temps imparti, on est obligé d'aller dans les grandes lignes un petit peu pour vous expliquer le concept. Merci en tout cas, Mickaël, pour cette présentation. Ça permet déjà de dessiner le paysage sur le sujet. Je pense que peut-être des questions complémentaires vont arriver. On va vous garder encore quelques minutes pour compléter ces informations avec un appui aussi possible de l'équipe chambre de métier pour des premiers pas vers. Vous avez bien compris que nous ne sommes pas le spécialiste du photovoltaïque. On voit que c'est un projet ambitieux quand même. Aujourd'hui, il faut poser les bonnes questions et surtout aller vers les bons interlocuteurs. On a bien conscience que il y a quelques démarchages téléphoniques aussi sur lesquels on peut se faire arnaquer, c'est le mot. Donc prenez le temps et faites-vous entourer. Je te laisse la parole, Adrien, sur le complément, là, sur l'énergie, sur les points qu'on peut faire avec vous au niveau des entreprises. Voilà, pardon. Merci Claude, merci Mickaël pour cette présentation très claire. Donc je reprends la main quelques minutes pour vous présenter les prestations de la Chambre de métier sur les questions de transition écologique. Je me présente très rapidement. Adrien Deben, je suis conseiller transition écologique au Mans et j'accompagne les artisans sartois sur ces sujets-là.
Donc, on a différents types d'accompagnement au pôle transition écologique, à la fois des accompagnements collectifs avec des ateliers qu'on peut animer, aussi des webinaires comme aujourd'hui. Et puis, on a des accompagnements individuels où on peut accompagner spécifiquement les entreprises à travers différents dispositifs. Donc, le premier d'entre eux, c'est le Performa Environnement, qui est un diagnostic qu'on peut réaliser directement dans votre établissement. On peut faire un état des lieux, donc soit sur une thématique précise quand vous avez une problématique ou un sujet à traiter, ou alors on peut aussi faire un diagnostic plus global en abordant l'ensemble des thématiques environnementales, que ce soit sur la gestion de vos déchets, l'énergie, la mobilité ou tout ce qui va être approvisionnement durable. L'idée, c'est vraiment de faire un point sur vos pratiques et de vous proposer un plan d'action avec des préconisations concrètes d'amélioration. Et dans ce cadre-là, dans le cadre du performant environnement, on a la possibilité de faire un focus précis sur la thématique de l'énergie, parce qu'effectivement, c'est important, notamment on l'a vu avec la hausse du prix de l'énergie en 2022-2023 pour l'entreprise, de se pencher sur ces questions-là, parce que c'est aussi un enjeu, au-delà d'être un enjeu écologique, c'est aussi avant tout un enjeu économique. Et donc avec nous, vous avez la possibilité d'abord de faire le point sur vos consommations, vos besoins, analyser vos différents postes et du coup adapter aussi vos contrats d'énergie, que ce soit sur l'électricité, le gaz ou autre, pour les optimiser et faire aussi derrière des gains économiques. Et puis on peut aussi faire un point un peu plus poussé pour trouver des actions de réduction des consommations, de sobriété aussi, d'efficacité, voilà, pour aller sur des actions par exemple d'isolation du bâtiment, des locaux ou du changement de matériel pour aller sur des équipements plus performants. C'est des choses qu'on peut voir ensemble. Et c'est quelque chose qui est important en amont, je dirais, d'un projet photovoltaïque parce que bien connaître son profil consommateur et avoir mis en place des actions de sobriété et d'efficacité énergétique, ça permet derrière de mieux dimensionner une installation photovoltaïque, par exemple, et après aussi de mieux l'optimiser au moment de la phase d'utilisation. Ça, c'est très important. Donc ça, c'est le premier accompagnement qu'on propose, c'est le performant environnement, donc qui est soit spécifique à une thématique comme l'énergie par exemple, soit plus global pour faire un point d'ensemble. On a une seconde prestation qui s'appelle Écodéfi, donc c'est une marque qui vise à mettre en avant les entreprises engagées dans la transition écologique. Donc là, l'idée, c'est pareil, on va dans l'entreprise pour faire un diagnostic, là pour le coup global, puisqu'on va traiter cette thématique. Les déchets, les emballages, tout ce qui est aspect mobilité, déplacement, la gestion de l'eau, que ce soit sur la partie consommation et rejet, les politiques d'approvisionnement d'entreprise, l'énergie aussi bien sûr, et puis on élargit aussi ça à des sujets aussi plus sociétaux et durables, avec des thématiques comme par exemple la qualité de vie au travail, tout ce qui est sécurité, tout ce qui va être transmission de savoir, ou encore l'ancrage territorial de l'entreprise. Ecodéfi, c'est vraiment un peu un dispositif adapté aux artisans et qui finalement reprend un peu les thématiques de la RSE. Donc l'idée, c'est qu'une fois qu'on a fait l'état des lieux dans l'entreprise, on évalue, on va dire, le niveau de performance sur chacune des thématiques. Et puis l'idée, c'est de trouver aussi des axes d'amélioration pour relever des nouvelles actions environnementales qu'on appelle défis. Et pour être labellisé la première année, il faut réaliser 3 défis. C'est une démarche d'amélioration continue avec un point qui se fait tous les 2 ans, un renouvellement avec un nouveau défi qui doit être présenté. Et là, on est sur un dispositif donc intéressant pour les artisans et entièrement pris en charge à la fois par la Chambre de métier et nos financeurs que sont l'ADEME, comme la prestation précédente, le DIAC Transition écologique, lui aussi qui est entièrement pris en charge aussi par la Chambre de métier, l'ADEME et puis aussi le Conseil régional. Et puis après, on a une troisième prestation qui s'appelle TPE, PME gagnante sur tous les coups. Bon, là, on est plus sur une prestation à destination, on va dire, des entreprises artisanales qui ont des forts enjeux en termes de flux. Autant les 2 premières prestations vont s'adresser à l'ensemble des entreprises artisanales, quelle que soit leur taille, leur activité ou leurs enjeux environnementaux, on va dire. Là, sur cette prestation, on est vraiment sur des activités, par exemple, comme l'alimentaire, la carrosserie, l'imprimerie, où là, on a des forts enjeux en termes, par exemple, de consommation d'énergie, de production de déchets ou de flux de matière. Parce que là, du coup, on va vraiment analyser ces différents flux, analyser les données dans l'optique derrière de vous proposer des préconisations très chiffrées de réduction de consommation notamment pour vraiment
réduire précisément vos factures. Donc là, c'est une prestation qui est un peu plus importante, qui dure un peu plus longtemps aussi dans le temps et qui nécessite un réel investissement du chef d'entreprise pour analyser ses consommations et nous fournir un certain nombre d'éléments pour qu'on puisse travailler. Donc là, pareil, on est sur une prestation qui est entièrement prise en charge à la fois par la Chambre de métier, l'ADEME et aussi le Conseil régional, ce qui fait qu'il n'y a pas de reste à charge pour l'entreprise. Au-delà de ces accompagnements qui prennent la forme d'un diagnostic, on a aussi la possibilité de faire le point sur vos projets d'investissement, puisqu'on a la possibilité de vous accompagner à monter des dossiers d'aide. Il y a des différents types de financements qui existent, et là, je vais laisser la parole à Claude qui va vous les présenter. Oui, merci Adrien pour ces prestations complémentaires. On a une question sur laquelle on reviendra juste après. On va finir le panel là, d'aide et d'accompagnement. Là, l'idée, c'est pas de détailler toutes les aides, mais ça peut être des aides de coup de pouce à vos investissements, hein. On a une aide qui s'appelle PLCR, la Pays de la Loire Commerce Artisanat, qui concerne certaines activités sur certaines communes, hein. Donc, c'est pareil, vous aurez les liens et pour accéder, c'est une aide de la région, c'est une subvention, hein. C'est principalement les commerces autour de l'alimentaire, coiffure, fleuriste, sur des communes. Donc, et ça peut être bonifié s'il y a du prêt autour de enfin, s'il y a des investissements, pardon, autour de la transition écologique. Et vous avez également la possibilité de prêt d'honneur sur les Pays de la Loire avec France Active. Ça s'appelle Pays de la Loire Artisan Transition. Là, c'est un prêt d'honneur à 0%. Il faut au moins investir 10 000 euros pour demander 5 000, hein. C'est complémentaire d'un prêt bancaire et ça va jusqu'à 50 000. Donc, ça va jusqu'à des projets de 100 000, hein. Donc, vous avez un peu le détail du type d'investissement qui peut être fait et les panneaux photovoltaïques entrent dedans. Là, il n'y a pas de lien. C'est en Pays de la Loire, en fait. Il n'y a pas de lien avec le lieu de résidence de l'entreprise. Pour compléter, on est une équipe au complet là, sur la région des Pays de la Loire. Donc, Adrien qui est lui en Sarthe. Moi, je suis plutôt en Loire-Atlantique et Vendée. Donc, on intervient chacun sur nos territoires, mais on peut répondre aux questions, hein, si vous en avez. Vous avez nos mails. Vous avez le mail générique auquel on peut répondre comme ça. Si on est absent, il y en a toujours un qui peut répondre. Et vous avez nos téléphones. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions ou besoin d'être accompagné. Moi, je vais revenir sur... voilà, il y avait une question, hein, je vais peut-être la... il y a eu une réponse, je crois, entre les deux. J'aimerais juste pouvoir la relire. Je ne peux pas. C'était sur... pour des raisons de projet qualitatif. Voilà, la réponse a été donnée de faire appel à des professionnels, hein, vous pouvez regarder. C'était une question là, plutôt très technique sur la pause. Peut-être, Michael, tu peux la redonner. C'était, Ouais, non, non, mais il ouais. y avait une demande si un artisan peut poser 3 kilowatts Mm. crête sans avoir de qualification et qu'il n'y a pas de demande d'un contrat d'achat S21. Donc sur le Ouais. principe, a priori oui, mais voilà, nous vraiment on conseille à des porteurs de projets, si possible, de faire appel à des professionnels qualifiés, ne serait-ce que pour voilà, avoir des projets qualitatifs avec des entreprises sérieuses. Et puis l'assureur aussi peut demander Mm. spécifiquement aussi des qualifications particulières. Donc voilà, nous on peut que conseiller de faire appel à des entreprises spécialisées et qualifiées. Mm. Oui, oui, parce qu'en plus, parfois, ça touche quand même à la structure et puis il y a des réglementations. On voit bien que ça évolue, hein. C'est là aussi où il faut se tenir au courant de l'actualité. On est dans des périodes qui évoluent fortement, hein. Alors, soit dans le bon sens, soit dans le... Ça ralentit, hein. Donc, mais si vous avez votre projet, en tout cas, de bien l'étudier, de vous faire entourer. Là, vous aurez toutes les bases ressources. En fait, là, c'est vrai qu'Atlanson vous met à disposition aussi toute une bibliothèque qui peut être intéressante en première lecture. Alors, je conviens, hein, que peut-être le guide de 40 pages, faut peut-être pas le lire d'un coup, mais Beaucoup de au moins, schémas, beaucoup de voilà, voilà, des il photos, est des schémas pour bien pédagogique. comprendre. Voilà, il est Et pédagogique, ouais.
Mm. Et peut-être juste aussi, alors peut-être que je ne l'ai pas dit assez clairement, mais ouais, globalement, comment dire, aujourd'hui, il faut vraiment regarder l'autoconsommation, et ça a été rappelé par Adrien aussi, sur le fait de bien connaître aussi votre profil consommateur. Évidemment, aujourd'hui, il y a quand même depuis plusieurs années une baisse globale des mécanismes de soutien par l'État, mais à terme, de toute façon, la filière photovoltaïque, elle a normalement vocation à se tenir sans aide spécifique de l'État. Enfin, en tout cas, c'est dans l'ordre des choses. Donc, évidemment, aujourd'hui, les projets d'autoconsommation sont vraiment intéressants à regarder pour sécuriser votre approvisionnement, pour rentabiliser votre centrale. Et évidemment, si vous parlez avec votre voisin qui a mis en place une centrale il y a 10 ans, eh ben, les choses qu'il lui avait mis en place ne peuvent pas être mises en place de la même manière aujourd'hui. En tout cas, il ne faut pas les comparer de cette manière-là. Même les prix, d'ailleurs, ont baissé. Donc, par exemple, c'est moins cher d'installer aujourd'hui, mais forcément, l'énergie aussi est acheté moins cher. Donc voilà, il faut vraiment pas regarder forcément toutes les expériences passées. En tout cas, elles sont pas toutes reproductibles de la même manière aujourd'hui. Très bien. Bah, s'il n'y a pas de Et questions, oui, alors peut-être, peut-être juste vas-y, en Adrien. complément, Oui. n'hésitez pas aussi à solliciter du coup la Chambre de métier. J'ai présenté les Mm. différentes prestations du pôle transition écologique et effectivement, si vous voulez avoir un peu plus d'informations, si vous avez des ébauches de projets, etc., et si vous avez besoin de refaire le point sur vos obligations de solarisation ou autres, faut pas hésiter à nous contacter, même si après, nous, notre champ de compétences a aussi ses limites et on sait réorienter vers des solutionneurs qui vont pouvoir après vous accompagner dérouler de votre projet photovoltaïque. Mais on peut apporter un premier niveau d'information, de sensibilisation, et ça, c'est important aussi de nous solliciter là-dessus. La porte est ouverte. Très bien. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je remercie les intervenants pour la qualité des échanges et de la présentation. Vous informez également que c'est le premier webinaire de l'année 2026, donc nous avons un long programme encore pour cette année. Comptez à peu près 4 à 5 thématiques dans l'année. Le prochain aura lieu au mois de mars, plutôt autour de l'énergie et des flux dans l'entreprise. On est encore en train de peaufiner l'intervention qui aura lieu donc le 26 mars. Je souhaite à tout le monde une bonne fin de journée et n'hésitez pas à nous contacter les uns et les autres. Nous restons à votre disposition. Bon après-midi, merci. Au Merci, bon revoir. après-midi. Bonne journée, au revoir, à bientôt.